Wayne Dodson avait tué 47 hommes au cours de ses 23 années de service militaire, mais aucune de ces morts ne le hantait autant que le visage tuméfié de son fils sur la photographie scotchée à son miroir de salle de bain. Il l'examinait chaque matin en se rasant, comme il étudiait autrefois les cartes topographiques avant une mission. La photo datait de 3 ans. Carrie avait 9 ans à l'époque, avec un sourire édenté et radieux lors d'un match des Padres, à présent âgé de 12 ans. Carrie souriait rarement. Le soleil de novembre filtrait à travers les stores de l'appartement de Wayne à Coronado, illuminant les particules de poussière qui flottaient comme des traînées de balles traçantes. Il vivait seul dans un 2 pièces donnant sur la plage. La seconde chambre avait été transformée en ce qu'il appelait sa « salle des souvenirs ». Les murs étaient couverts de photographies de ses déploiements, de distinctions qu'il n'avait jamais encadrées correctement et d'une armoire verrouillée contenant des armes qu'il se disait garder pour des raisons sentimentales. La vérité était plus compliquée. Wayne enseignait le tir avancé à la base amphibie navale, et cela depuis 15 ans, depuis qu'une balle talibane avait fracassé son genou gauche et mis fin à sa carrière sur le terrain. 312 élèves étaient passés par ses cours, et il se souvenait de chaque nom, chaque visage, chaque force et chaque faiblesse. C'était un don et une malédiction. Ce rappel total faisait de lui un instructeur exceptionnel, mais rendait l'oubli impossible. Son téléphone vibra. Un message de Carrie. « Papa, je peux rester avec toi pour Thanksgiving ?» La mâchoire de Wayne se crispa. 3 ans après le divorce, Laurel avait fait tout ce qui était légalement possible pour limiter sa garde. Un week-end sur 2, des dîners le mercredi et des fêtes alternées. Cette année, Thanksgiving revenait à elle. Il répondit « J'aimerais bien… Mon pote, c'est l'année de ta mère. Je te vois vendredi, on fera notre propre fête de la dinde. » La réponse arriva instantanément « S'il te plaît, je ne veux pas aller chez grand-père Charles. » Wayne s'assit sur son lit, fixant ses mots. Charles Schwartz, son ancien beau-père, lieutenant à la police de San Diego, un homme qui avait témoigné contre lui lors de l'audience pour la garde, le qualifiant d'émotionnellement indisponible et potentiellement dangereux. Parce que Wayne avait un jour mentionné qu'il entendait encore parfois les fusillades dans son sommeil. « Qu'est-ce qui ne va pas chez grand-père » Tapa Wayne et 3 points apparurent, disparurent, puis réapparurent. Finalement, rien. Oublie ça. Wayne connaissait son fils, savait quand Carrie avait peur. Il appela, mais cela bascula directement sur la messagerie. Il essaya 3 fois de plus au cours de l'heure suivante, puis appela Laurel. « Il va bien ?»« Wayne » dit son ex-femme, sa voix portant cette pointe familière d'impatience. « Il est juste dramatique. Toute la famille vient pour Thanksgiving, et tu sais, Carrie s'angoisse facilement. Quelle famille entière, mes frères, mes cousins, leurs enfants. Ça fera du bien à Carrie de se connecter avec ses proches. » Wayne serra plus fort son téléphone. La famille de Laurel, le clan Schwartz, était une dynastie particulière de San Diego. Charles avait 3 fils en plus de Laurel. Rod, Ian et Timothy, tous dans les forces de l'ordre ou des domaines connexes. Rod était gardien de prison à Donovan State. Bâti comme un linebacker et 2 fois plus méchant, Ian était agent de caution. Avec ce charme d'opérateur lisse que Wayne n'avait jamais trusted, Timothy était enquêteur pour le procureur, le malin qui avait fait 2 ans de droit avant d'abandonner. Puis il y avait les cousins Lester et Oliver, tous 2 flics comme leur oncle Charles, et Fernando, qui dirigeait une entreprise de sécurité privée que Wayne soupçonnait d'être à peine légale. Laurel, si Carrie est mal à l'aise, il ira bien. Arrête d'essayer de saper mon éducation, je dois y aller. Elle raccrocha. Wayne resta assis dans l'obscurité croissante de son appartement, écoutant les vagues s'écraser sur la rive. Il pensa à appeler Carrie à nouveau, mais Laurel avait probablement confisqué son téléphone maintenant. C'était sa tactique quand elle voulait couper Wayne. Limite de temps d'écran. Appelait-elle ça? Il passa le jeudi de Thanksgiving seul, mangea un plat micro-ondes et alla courir 16 km sur la plage. Il essaya de ne pas penser à Carrie assis à cette table, entouré d'hommes Schwartz. Il essaya de ne pas se rappeler comment Rod l'avait coincé à la fête d'anniversaire des 10 ans de Carrie. S'approchant de son visage et disant « Tu étais peut-être un dur à cuire dans le désert, Dodson. Mais ici, tu n'es qu'un ex-loser ?» Wayne était parti ce jour-là. C'était ce qu'on était censé faire. Ce que le conseiller en gestion de la colère mandaté par le tribunal lui avait enseigné « Partir, compter jusqu'à 10. » Se rappeler que la violence ne résolvait rien. Ce soir-là, Wayne dirigea sa session du vendredi soir. Application opérationnelle.
Le cours où il prenait des élèves ayant déjà maîtrisé les aspects techniques du tir et leur enseignait les arts plus sombres, comment tirer depuis des positions non conventionnelles, comment calculer la dérive du vent en environnement urbain, comment disparaître après le tir, 28 élèves dans cette classe. Tous candidats aux opérations spéciales ou déjà dans les équipes, ils étaient bons, disciplinés, affamés. Parmi eux, Jeremiah Hoy, un ancien lutteur universitaire du Montana avec un taux de précision de 98% à 914 mètres, Rogelio Rogers. Un gamin doux du Texas qui pouvait assembler un fusil les yeux bandés en 40 secondes, Luke Stout, qui avait grandi en chassant en Virginie occidentale et avait des yeux de faucon. John Cherry, le clown de la classe, qui était aussi le meilleur pour tirer depuis des véhicules en mouvement. Wayne les libéra à 22 heures, rentra chez lui et trouva un message sur sa porte, une enveloppe Kraft, sans adresse de retour. À l'intérieur, une clé USB, ses mains ne tremblèrent pas quand il l'inséra dans son ordinateur portable. Il avait connu le combat, avait fait des choses à Fallujah et à Kandahar dont il ne parlait jamais. Il pensait être préparé à tout. Il ne l'était pas pour ça. La vidéo durait 4 minutes et 37 secondes. Filmée sur plusieurs téléphones depuis plusieurs angles, elle commençait avec Carrie debout dans ce que Wayne reconnut comme la cour arrière de Charles Schwartz, celle avec la piscine intégrée et la cuisine extérieure où Charles aimait tenir court. Carrie paraissait petit, debout là dans son maillot des Chargers, les mains enfoncées dans les poches. Autour de lui se tenaient Rod, Ian, Timothy, Fernando, Lester et Oliver. 6 hommes adultes formant un cercle lâche. En arrière-plan, Wayne pouvait voir les autres, Charles lui-même, bras croisés, observant, Laurel tenant son téléphone en l'air, des cousins et leurs épouses rassemblés comme des spectateurs à un événement sportif. Alors, ton père est un dur, hein? La voix de Rod, forte et moqueuse, sniper des forces spéciales. Grand héros. Carrie ne répondit pas, il resta juste là, et Wayne sentit son cœur se briser parce qu'il reconnaissait ce que faisait son fils. Se figer, essayer de devenir invisible, une tactique de survie que Wayne lui-même avait utilisée enfant quand son propre père rentrait ivre. « Je t'ai posé une question ?» Gamine, Rod s'approcha, poussa l'épaule de Carrie, pas assez fort pour le faire tomber, juste assez pour le faire trébucher. Carrie trouva sa voix, petite et effrayée. « Mon père est une bonne personne. » Ian rit. « Une bonne personne qui n'a pas pu garder une famille unie, que ta mère a dû divorcer parce qu'il était si bousillé par son jeu de soldat. Il n'est pas bousillé. » La voix de Carrie se brisa et Wayne put voir des larmes se former dans les yeux de son fils. C'est alors que Timothy s'approcha par derrière et donna un coup au rein de Carrie, pas assez fort pour causer des dommages graves, mais assez pour faire tomber un enfant de 12 ans à genoux. Carrie haleta, incapable de reprendre son souffle, et le cercle d'hommes se resserra autour de lui. Ce qui suivit fut systématique. Ils se relayèrent, Rod releva Carrie par son maillot et le gifla au visage à main ouverte. Comme on discipline un enfant, sauf que Carrie n'était pas leur enfant. Fernando attrapa le bras de Carrie et le tordit dans son dos jusqu'à ce que Carrie crie. Lester lui balaya les jambes. Oliver posa son pied sur sa main juste un moment, juste assez longtemps pour faire hurler Carrie, et pendant tout ce temps, Charles Schwartz observa. Il ne participa pas, mais ne l'arrêta pas non plus. La voix de Laurel pouvait être entendue sur l'une des vidéos. « Ne le blessez pas trop. Il doit comprendre. Mais je ne veux pas de marque durable. » La pire partie était la fin. Ils redressèrent Carrie, le firent facing la caméra, sa lèvre était fendue, son nez saignait, son œil gauche déjà enflé et fermé. Ian tenait le téléphone près du visage de Carrie. « Dis-le !» ordonna Ian. Carrie secoua la tête. Rod attrapa une poignée de cheveux de Carrie. « Dis-le ou on recommence. » La voix de Carrie à peine un murmure. « Mon père est un lâche qui n'a pas pu me protéger. » La vidéo se terminait par des rires et l'image s'élargissant pour montrer toute la famille levant des bières. Retournant à leur dîner de Thanksgiving comme si de rien n'était, comme s'ils n'avaient pas battu un enfant pour le sport. Puis l'écran devint noir et du texte apparut. « Rentre à la maison. Soldat. On t'attend ?» Wayne regarda la vidéo 17 fois cette nuit-là, non parce qu'il en avait besoin. Sa mémoire avait capturé chaque image, chaque son, chaque moment de souffrance de son fils. Il la regarda parce qu'il avait besoin que la fureur qui montait dans sa poitrine ne le rende pas imprudent. La rage était un outil, mais seulement si on la contrôlait. Si on la laissait nous contrôler, on commettait des erreurs. À 3 heures du matin, il ouvrit une bière, sa première en 3 ans, et en but une gorgée avant de verser le reste dans l'évier
Il avait arrêté de boire après le divorce, après que le tribunal eut suggéré que sa consommation d'alcool était préoccupante. Maintenant, il se rappelait pourquoi, parce qu'il avait besoin de penser clairement, et cette situation requérait une clarté absolue. À 4 heures, il avait un plan en formation. À 5 heures, il recherchait la jurisprudence sur l'agression d'un mineur en Californie et les délais de prescription. À 6 heures, il dressait une liste de chaque adresse, chaque routine quotidienne, chaque faiblesse de chaque personne dans cette vidéo. À 7 heures, il décida que la loi ne lui rendrait pas justice. La loi était gérée par des gens comme Charles Schwartz, qui couvrait sa famille depuis des décennies. Même s'il allait à la police et montrait la vidéo, que se passerait-il? Charles la ferait disparaître. Au mieux, Rod écoperait peut-être d'une tape sur les doigts, des cours de gestion de la colère. Carrie serait traumatisée davantage par la procédure judiciaire et la famille Schwartz se serrerait les coudes, le dépeindrait comme l'ex-mari fou faisant de fausses accusations. Non, la loi n'était pas la réponse. Le téléphone de Wayne sonna à 7h45. C'était Carrie appelant de la maison de Laurel. « Papa !» La voix de son fils était épaisse, congestionnée. « Tu peux venir me chercher tôt ? Je suis déjà en route, » dit Wayne. « Reste à l'intérieur. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi. » Il arriva à la maison de Laurel à Pacific Beach en 12 minutes. Normalement, un trajet de 20 minutes. Carrie attendait sur le porche, un petit sac à dos sur l'épaule. Quand il se tourna vers le camion de Wayne, les dommages étaient pires que ce que montrait la vidéo. Les 2 yeux étaient au beurre noir maintenant. Sa lèvre inférieure grotesquement enflée. Il se déplaçait prudemment, favorisant son côté gauche où Timothy avait frappé ses reins. Wayne sortit du camion, marcha lentement vers son fils. La façade dure de Carrie s'effondra et il se mit à pleurer. Des sanglots profonds et saccadés venant d'un endroit primal, Wayne entoura Carrie de ses bras, sentit le corps de son fils trembler, et se fit une promesse en cet instant. Chacun d'entre eux paierait. « Maman t'a vu comme ça ?» demanda Wayne doucement. Carrie hocha la tête contre sa poitrine. Elle a dit que c'était ma faute, que je les avais provoqués en te défendant. Elle a dit qu'elle m'envoyait chez tante Regina pour un temps, jusqu'à ce que les choses se calment. Regina Barnard, la sœur de Laurel qui vivait en Arizona. Ils essayaient de cacher les preuves. « Tu restes avec moi ?» dit Wayne. « On s'occupera de ta mère plus tard. » Il ramena Carrie à son appartement, documenta chaque blessure avec des photographies. Puis l'emmena dans une clinique d'urgence où Wayne avait une connexion, un infirmier de la Navy nommé Justin Mack, qui lui devait une faveur. Justin examina Carrie, documenta tout officiellement et donna à Wayne des copies de tous les rapports médicaux. « Tu vas à la police ?» demanda Justin doucement pendant que Carrie était aux toilettes. « Éventuellement, » mentit Wayne, « cet après-midi-là, pendant que Carrie dormait sur le canapé avec des poches de glace et des antidouleurs. » Wayne s'assit à sa table de cuisine et fit une autre liste. Celle-ci était différente de celle du matin. Celle-ci avait des noms, des adresses, et à côté de chaque nom, un numéro de 1 à 28. Son cours du lundi matin commençait à 8h. Wayne arriva à 7h30, prépara la salle de classe et posa 28 dossiers Kraft sur les bureaux. Chaque dossier était étiqueté avec le nom d'un élève. À 8h précises, ils entrèrent, Jeremiah, Rogelio, Luke, John et 24 autres, tous au sommet de leur classe, l'élite de l'élite. Wayne les avait sélectionnés à la main pour ce cours particulier parce qu'ils avaient quelque chose en plus. Cette combinaison de compétences, d'intelligence et de flexibilité morale qui les rendait dangereux entre les bonnes mains. « Messieurs, » commença Wayne, debout à l'avant de la salle, « vous connaissez tous mon parcours. 4 tours, 47 tués confirmés, 1 étoile d'argent, 2 étoiles de bronze. J'ai formé 312 élèves en 15 ans. Certains d'entre vous dépasseront mon record. La plupart d'entre vous ont déjà les compétences techniques pour le boulot. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Ce qui sépare un bon opérateur d'un grand, ce n'est pas seulement la précision ou le savoir-faire sur le terrain. C'est le jugement, c'est savoir quand prendre le tir et quand partir. C'est comprendre que les paramètres de mission ne sont pas toujours ceux que le commandement vous donne. Parfois, vous devez définir la mission vous-même. Wayne sortit son ordinateur portable et le connecta au projecteur. Ce que je vais vous montrer est extrêmement sensible. Avant ça, je dois savoir qui dans cette salle croit que justice et loi sont toujours la même chose. Quelques mains se levèrent timidement. Wayne hocha la tête. Réponse honnête. Gardez-les levés. Il les laissa assis là un moment, mains levées, pendant que les autres regardaient autour d'eux mal à l'aise. Baissez-les. Voici la vérité. Justice et loi divergent plus souvent qu'elles ne s'alignent. La loi est un système, et comme tout système, il peut être truqué,
corrompu ou simplement cassé. La justice est autre chose. C'est une correction de l'équilibre. Parfois, vous devez choisir. Il lança la vidéo. La salle devint absolument silencieuse pendant que les images défilaient. Wayne observa les visages de ses élèves au lieu de l'écran. Il vit la mâchoire de Jeremiah se crisper, les yeux de Rogelio durcir, les mains de Luke se serrer en poing. John arrêta de sourire pour la première fois depuis que Wayne l'avait rencontré. Quand cela se termina, Wayne laissa le silence planer 10 secondes. Puis, « C'est mon fils ? Ça s'est passé il y a 4 jours. L'homme qui ne l'a pas arrêté est un lieutenant de la police de San Diego. Les hommes qui l'ont fait sont tous liés aux forces de l'ordre. Si je passe par les canaux appropriés, rien ne se passe. Vous savez tous comment ça marche ?» Wes Kennedy, un gamin calme du Tennessee qui parlait rarement en classe, leva la main. « Monsieur, que nous demandez-vous de faire ?» Wayne croisa son regard. « Je demande qui veut des points bonus. » Un autre silence. Plus profond cette fois. Puis Jeremiah Hoy se leva. « Quels sont les paramètres ?»« On the Seables, hospitalization minimum. » Pas de tuer. Je veux qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé. Pas de lien direct avec moi ou entre vous. Pas de schéma qui remonte à cette salle. Créativité maximale. Point de bonus pour les faire souffrir. Conséquences légales. Cela venait de Rogelio, toujours le pragmatique. Aucune si vous êtes intelligent. Ce sont des cibles molles qui n'ont jamais facing une vraie menace. Ils sont arrogants. Imprudence. Leurs connexions policières les font se sentir invincibles, ce qui les rend vulnérables. Luke Stout leva la main. Quand ? Vous avez 72 heures ? D'ici lundi matin ? Je veux les 11 dans des hôpitaux de plusieurs juridictions. Faites que ça paraisse aléatoire. Aggressions, accidents. Bagarres de bar, n'importe quoi. Assurez-vous juste qu'ils ne puissent pas tracer un schéma. Wayne ouvrit à nouveau son ordinateur et afficha un dossier. Dans vos enveloppes, vous trouverez des dossiers complets, routine quotidienne, addresses, informations sur les véhicules, associés connus. J'ai fait le travail de renseignement. Vous n'avez qu'à exécuter. John Cherry s'adossa à sa chaise. Et si on dit non ? Alors vous dites non. Ce n'est pas un ordre. C'est une opportunité, une application réelle de tout ce que je vous ai enseigné sur la planification et l'exécution d'une opération en dehors des structures de commandement normales. C'est aussi une chance de faire quelque chose qui compte. De protéger quelqu'un qui ne peut pas se protéger lui-même. 28 mains se levèrent, toutes sans exception. Wayne sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas exactement de la fierté, mais quelque chose de proche. Bon, ouvrez vos dossiers. Pour les 2 heures suivantes, Wayne mena cela comme un briefing de mission. Il assigna les cibles en fonction des compétences. Jeremiah eut Rod Schwartz parce que Rod était le plus grand et le plus méchant. Ça requérait quelqu'un qui pouvait le matcher physiquement. Rogelio eut Charles parce que le vieux flic serait le plus alerte, le plus dur à prendre par surprise. Luke eut Yann parce que Yann avait une formation en sécurité privée et portait une arme. John eut Fernando pour la même raison. Les autres élèves se partagèrent les cibles restantes. Timothy, Lester, Oliver et 4 cousins qui étaient à la fête de Thanksgiving, Calvin McLean, Raon et Diaz. La cible de Wes Kennedy était Merle Clayton. L'un des maris des cousins qui avait aidé à tenir les téléphones, Wayne leur donna des instructions spécifiques, pas de communication entre eux sur les opérations, pas de posts sur les réseaux sociaux, pas de vantardise. Ils devaient agir complètement indépendamment, utiliser des méthodes différentes, des horaires différents, des niveaux de force différents. La seule chose en commun serait la date. Tout devait se passer d'ici lundi matin. Une chose de plus, dit Wayne alors qu'il se préparait à partir. Ne laissez personne mourir. Je suis sérieux. Nous ne sommes pas des meurtriers. Nous sommes des ajusteurs. Nous corrigeons un déséquilibre. Après leur départ, Wayne resta seul dans la salle de classe longtemps. Il pensa à la ligne qu'il franchissait, au fait qu'il arma ses élèves, les transformant en instruments de sa vendetta personnelle. Une partie de lui, celle qui avait juré de défendre la Constitution, reculait devant ce qu'il faisait, mais une autre partie, celle qui avait tenu le corps brisé de son fils et l'avait entendu pleurer, ne ressentait rien d'autre qu'une détermination froide. Ce soir-là, Carrie demanda « Qu'est-ce que tu vas faire, papa ?» Il mangeait du chinois à emporter à la petite table de Wayne, Carrie se déplaçant prudemment, encore douloureux. Wayne avait déposé les rapports médicaux chez son avocat et se préparait à une bataille pour la garde, mais il savait que Laurel et sa famille ne combattraient pas loyalement. Il ne le faisait jamais. Je veux m'assurer que ça n'arrive plus jamais. Wayne regarda son fils, les ecchymoses et la peur encore dans ses yeux, et choisit ses mots avec soin. Parfois, la bonne chose et la chose légale ne sont pas les mêmes. Je vais faire la bonne chose ? Carrie hocha lentement la tête. Il avait 12 ans,
Mais il avait grandi vite ces derniers jours. Est-ce que tu auras des ennuis? Pas si je suis intelligent. Je ne veux pas que tu ailles en prison pour moi. Wayne tendit la main par-dessus la table et prit celle de son fils. Je n'irai pas. Fais-moi confiance. Au cours du week-end, Wayne garda Carrie près de lui, l'emmena à la plage, regarda des films, essaya de lui donner un peu de normalité, mais son téléphone vibrait sans cesse avec des messages cryptés de ses élèves, des mises à jour sur la reconnaissance et la planification, Jeremiah, cible principale localisée, analyse de ses habitudes, fenêtre vulnérable entre 22h et 23h vendredi quand il s'arrête dans un bar à National City. Rogelio, cible secondaire à un emploi du temps régulier. Mes jeux de poker confirmés jeudi soir à Chula Vista. Parking isolé, Luke. Troisième cible fréquente une salle de sport à Carlsbad. Les vues seules au sauna. Les messages continuaient d'arriver. Wayne n'y répondit pas. Déni plausible. Il avait donné la mission et maintenant, ses élèves l'exécutaient. C'était comme ça que fonctionnaient les opérations. Vendredi soir, Wayne reçut un texto d'un numéro inconnu. Paquet livré. 26 minutes plus tard, un autre. Paquet livré. À minuit, 4 de plus. Il ne regarda pas les nouvelles, ne vérifia pas les scanners policiers. Il attendit juste. Samedi apporta plus de messages, plus de confirmations. Dimanche soir, il avait reçu 10 notifications de paquet livré. Une cible restait Oliver Schwartz, qui avait été absent à une conférence de sécurité à Las Vegas. Il devait rentrer dimanche soir. Le message final arriva à 23h30 dimanche. Dernier paquet livré, Wayne effaça tous les messages, retira la carte SIM de son téléphone jetable et alla se coucher. Quand il ferma les yeux, il ne vit pas les visages des hommes qu'il avait tués au combat. Il vit le visage de Carrie tuméfié et brisé et ne ressentit absolument aucun remords pour ce qu'il avait déclenché. Lundi matin arriva froid et gris, temps typique de novembre à San Diego. Wayne déposa Carrie à l'école, malgré les protestations du garçon qu'il n'était pas prêt à y retourner, et lui fit promettre d'appeler si quiconque de la famille Schwartz se montrait. Puis Wayne se dirigea vers la base pour son cours de 8 heures. Ses élèves entrèrent, tous à l'heure. Aucun ne montrant de signe des activités du week-end, ils s'assirent à leur bureau, ouvrirent leurs cahiers et attendirent. Wayne se tint à l'avant de la salle et fit un appel. 28. Présence parfaite. Interrogation surprise, annonça-t-il. Question 1. Dans la planification opérationnelle, pourquoi est-il important d'éviter les schémas? Jeremiah leva la main. Les schémas permettent à l'ennemi de prédire vos actions et de monter une défense ou une contre-attaque efficace. Bon. Question 2. Quelle est la façon la plus efficace de maintenir la sécurité opérationnelle? Rogelio. Compartmentation. Chaque opérateur ne devrait connaître que ses paramètres de mission spécifiques. Pas l'objectif plus large? Excellent. Question 3. Quand l'usage de la force est-il justifié? Luke. Quand toutes les autres options ont été épuisées et que l'inaction causerait un plus grand mal? Wayne hocha lentement la tête. Et question 4. Comment mesure-t-on le succès d'une opération? John Sherry sourit légèrement. Par si l'objectif a été atteint avec des pertes acceptables et sans compromis. Note parfaite pour tous, dit Wayne. Maintenant, parlons des calculs avancés de trajectoire. Il donna un cours normal, couvrit le matériel habituel, leur donna des devoirs sur la lecture du vent et l'estimation de la distance. À 9h50, il les libéra et les regarda sortir, chacun maintenant une discipline opérationnelle parfaite, pas de sourire complice, pas de regards entendus, pas d'aveu de ce qu'ils avaient fait. Wayne marchait vers son bureau quand son téléphone sonna. L'identifiant appelant montrait un numéro qu'il reconnaissait, Charles Schwartz. Il le laissa sonner 3 fois avant de répondre. « Lieutenant Schwartz, espèce de salaud !» La voix de Charles était rauque, éraillée de ce que Wayne devinait être des heures de cris. « Je ne sais pas comment tu l'as fait, mais je sais que c'était toi. Désolé, je ne comprends pas. Tout va bien. Ne joue pas au con avec moi. Dodson. Mes fils, mes neveux, la moitié de ma famille, ils sont tous à l'hôpital. Rod a la mâchoire fracassée et 3 côtes cassées. Ian a la rate rompue. Le bras de Timothy est brisé en 2 endroits. Fernando, bon Dieu, Fernando pourrait ne plus jamais marcher normalement. Lester et Oliver. Même histoire, tous attaqués dans la même période de 72 heures, tous incapables d'identifier leurs agresseurs. Wayne garda sa voix neutre, inquiète. « C'est terrible. Avez-vous contacté la police? Je suis la police. » Et chaque attaque s'est produite dans une juridiction différente. National City, Chula Vista, Carlsbad, Oceanside, El Cajon, même une à Vegas. Méthodes différentes, descriptions différentes des agresseurs. C'est comme... La voix de Charles se brisa.
C'est comme si quelqu'un avait coordonné une opération militaire. Charles, je comprends que vous soyez bouleversé, mais j'étais avec Carrie tout le week-end. On a à peine quitté mon appartement. J'ai des reçus, des vidéos de surveillance, des témoins, quoi qu'il soit arrivé à votre famille. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est à propos de Thanksgiving. Hein? À propos de ce petit incident avec Carrie, petit incident, la voix de Wayne devint froide. Vous voulez dire quand 6 hommes adultes ont battu mon fils de 12 ans. Quand vous êtes resté là à regarder, quand Laurel l'a filmé et me l'a envoyé comme une menace, silence à l'autre bout du fil. Cette vidéo est chez mon avocat maintenant, poursuivit Wayne. Avec des rapports médicaux documentant les blessures de Carrie, je dépose une demande de garde d'urgence et porte plainte pour maltraitance infantile contre chaque personne dans cette vidéo. Y compris vous, Charles. Vous n'avez pas posé la main sur lui, mais vous étiez l'adulte responsable présent. Vous auriez pu l'arrêter. Tu ne peux rien prouver, dit Charles. Mais sa voix avait perdu son assurance. Je peux tout prouver. La vidéo que votre famille a été assez stupide pour enregistrer montre tout. Plusieurs angles, audio clair, et maintenant, par coïncidence, tous ceux dans cette vidéo ont subi de graves blessures dans ce que vous décrivez comme des attaques aléatoires. On dirait du karma pour moi. Ce n'est pas fini. Dodson. Si, dit Wayne doucement. Parce que voilà ce qui va se passer, vous allez convaincre votre famille de ne pas porter plainte contre leurs agresseurs, ce qui ne devrait pas être dur puisqu'ils ne peuvent pas les identifier de toute façon. Vous allez convaincre Laurel d'accepter mes termes de garde et vous allez vous assurer que personne de la famille Schwartz ne s'approche plus jamais de mon fils. Et si je ne le fais pas, alors je montre cette vidéo à chaque chaîne de nouvelles de San Diego, je rends votre famille célèbre, je détruis la réputation que vous avez bâtie en 30 ans, et Charles. Wayne marqua une pause, ce week-end était un avertissement. La prochaine fois, je ne serai pas aussi doux. Il raccrocha avant que Charles puisse répondre. Wayne resta dans le couloir devant son bureau, sentant son cœur battre, se sentant vivant comme il ne l'avait pas été depuis son dernier déploiement. Il avait franchi une ligne qu'il ne pourrait jamais retraverser, était devenu autre chose qu'un soldat suivant des ordres, mais en regardant la photo de Carrie sur son téléphone, la nouvelle prise ce matin, où son fils souriait à nouveau malgré les ecchymoses qui s'estompaient, Wayne ne pouvait se résoudre à le regretter. Son téléphone vibra avec un message de Laurel. « On doit parler de la garde ?» Wayne sourit sombrement. L'opération avait été un succès. Les semaines suivantes apportèrent des changements qui validèrent la stratégie de Wayne. Laurel, face à la preuve vidéo et à la menace implicite de sa diffusion publique, accepta une garde conjointe avec Wayne, obtenant la garde physique primaire. Charles Schwartz, incapable d'expliquer pourquoi toute sa famille avait été attaquée sans révéler ce qu'ils avaient fait à Carrie, ferma discrètement les enquêtes. L'histoire officielle devint qu'ils avaient tous été victimes de crimes aléatoires, une épidémie de vol ce week-end-là, juste de la malchance. Mais Wayne savait mieux, et plus important, la famille Schwartz savait mieux. Rod Schwartz, la mâchoire fermée par des fils, ne pouvait plus parler mal. Ian, encore en convalescence après une opération, marchait avec une canne. Timothy travaillait maintenant à un bureau, son bras guéri, mais sa confiance brisée. L'entreprise de sécurité privée de Fernando fit faillite après que le mot se soit répandu qu'il avait été agressé par quelqu'un de moitié sa taille. Wayne ne demanda jamais de détails à ses élèves sur ce qu'ils avaient fait. La sécurité opérationnelle signifiait maintenir un déni plausible, mais il remarqua des choses. Jeremiah avait des ecchymoses fraîches sur les jointures ce premier lundi. Rogelio se déplaçait avec la précision prudente de quelqu'un qui avait été dans une bagarre. Luc avait une lèvre fendue qu'il attribuait à un entraînement de sparring. Ils ne parlèrent plus jamais de ce week-end. La mission avait été accomplie, les points bonus accordés. Et la classe passa à d'autres sujets. Mais il y avait une nouvelle compréhension dans la salle, un lien tacite entre l'instructeur et les élèves. Ils avaient exécuté une opération parfaite. Pas de perte de leur côté, surprise totale atteinte, objectif rempli. Zéro preuve les reliant aux attaques, c'était, à sa manière sombre, un chef-d'œuvre de planification et d'exécution. Wayne leur avait enseigné que parfois les règles ne s'appliquaient pas, que parfois la justice requérait de sortir du système, et ils avaient appris la leçon parfaitement. 3 mois plus tard, par un froid matin de février, Wayne était assis dans une salle d'audience, regardant un juge lui accorder la garde primaire de Carrie. Laurel était assise de l'autre côté avec son avocat, évitant son regard. Charles Schwartz n'était pas là. Il avait pris une retraite anticipée de la police de San Diego, invoquant des raisons de santé. La famille Schwartz s'était fracturée après Thanksgiving.
les liens de leur loyauté toxique brisés par la réalisation que leur protection n'allait que jusqu'à un certain point. Quand le juge demanda à Carrie avec qui il voulait vivre, le garçon de 12 ans regarda son père et dit « Papa, je choisis mon père ». Wayne sentit sa gorge se serrer. Il avait fait des choses terribles pour gagner ce moment, avait corrompu ses élèves, avait déclenché une violence qui le hantrait, mais assis là, regardant son fils le choisir, Wayne ne pouvait regretter rien de tout ça. Après l'audience, Wayne emmena Carrie à leur endroit à tacos préféré à Ocean Beach. Ils s'assirent sur la terrasse, mangeant des tacos au poisson et regardant les vagues, et pour la première fois en des années, Wayne ressentit quelque chose comme la paix. « Papa », dit Carrie entre deux bouchées, « je peux te demander quelque chose ? N'importe quoi. Qu'est-ce qui est arrivé à oncle Rod et les autres ? C'était toi ?» Wayne regarda son fils. L'intelligence dans ses yeux qui lui rappelait tant lui-même à cet âge. Il pouvait mentir, maintenir l'histoire de couverture, mais Carrie méritait la vérité, ou au moins une partie. « J'ai fait un choix », dit Wayne prudemment. « Quand quelqu'un blesse ma famille, je réponds « mais je suis intelligent, j'utilise des ressources, je planifie soigneusement, et je m'assure qu'il n'y ait pas de retour de bâton. » C'est la différence entre vengeance et justice. L'une est émotionnelle et stupide, l'autre est stratégique et efficace. Carrie hocha lentement la tête. « Bon, ouais, je suis content que tu m'aies protégé. C'est ce que les pères sont censés faire. » Wayne tendit la main par-dessus la table et ébouriffa les cheveux de son fils. « Toujours, mon pote, toujours. » Ce soir-là, après avoir déposé Carrie à leur nouvel appartement, l'appartement de Wayne, maintenant officiellement le leur, Wayne rentra à la base pour son cours du soir. 28 élèves entrèrent, prirent leur place et attendirent à les instructions. Wayne se tint à l'avant de la salle et regarda chaque visage. C'était à ses élèves, sa responsabilité. Il leur avait demandé de faire quelque chose qui allait contre leur formation, qui les mettait en risque, qui aurait pu détruire leur carrière, et il l'avait fait sans hésitation. Exécuté parfaitement et jamais demandé de reconnaissance. « Messieurs, commença-t-il, nous avons couvert beaucoup ce semestre, tir avancé, planification tactique, sécurité opérationnelle. Vous avez tous excellé. Mais il y a une dernière leçon que je veux vous laisser avant que vous ne graduiez. » Il afficha une photographie au projecteur. Carrie, souriant, en bonne santé, ne portant plus les marques du passage à tabac de Thanksgiving. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons. Pas pour des drapeaux ou de la politique ou des concepts abstraits de liberté. Nous le faisons pour les gens, pour ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, pour les innocents pris entre les prédateurs et la justice, et parfois, rarement, mais parfois, la mission ne vous est pas assignée. Vous devez vous l'assigner vous-même. Wayne regarda autour de la salle. Ce qui s'est passé ce semestre reste dans cette salle. Pas d'histoire de guerre, pas de vantardise, pas de confession. Vous avez exécuté une opération de manuel contre une cible molle, atteint tous les objectifs avec zéro compromis. C'est tout ce que vous devez savoir, c'est tout ce que quiconque doit savoir. Jeremiah leva la main. « Monsieur, le referiez-vous si vous deviez choisir à nouveau ?» Wayne n'hésita pas, en un battement de cœur. « Mais je m'assurerai aussi de ne jamais avoir à choisir, parce que la meilleure opération est celle que vous n'avez jamais à mener. Le meilleur combat est celui que vous n'avez jamais à avoir. Souvenez-vous-en. » Il les libéra, les regarda sortir pour la dernière fois en tant que ses élèves. La plupart auraient des carrières distinguées dans les opérations spéciales, certains deviendraient instructeurs eux-mêmes, tous porteraient la leçon de ce week-end de novembre, que parfois la justice requiert de sortir des lignes, mais seulement si vous êtes assez intelligent pour éviter les conséquences. Wayne verrouilla la salle de classe, marcha vers son camion et rentra chez son fils. En entrant dans le parking de son immeuble, il vit Carrie attendant sur le balcon. Agitant la main, Wayne agita en retour, et pour la première fois en 3 ans, il sentit qu'il avait enfin gagné quelque chose qui comptait. La famille Schwartz ne les importuna plus jamais. Charles mourut 2 ans plus tard d'une crise cardiaque, et aucun de ses fils ne vint à l'enterrement. Rod déménagea en Arizona et obtint un boulot de gardien de sécurité dans un centre commercial. Yann déclara faillite et quitta l'État. Timothy lutta avec un TSPT suite à l'attaque et trouva finalement du travail comme assistant juridique en Oregon. Fernando disparut complètement. La rumeur disait qu'il avait déménagé au Mexique pour éviter ses créanciers. La famille étendue se dispersa. La dynastie toxique brisée par un week-end de violences coordonnées. Et Wayne, l'architecte de leur chute, continua d'enseigner, de former la prochaine génération de guerriers, d'être un père pour son fils. Il ne raconta jamais à Carrie l'histoire complète, n'expliqua jamais comment il avait armé ses élèves,
Comment il avait transformé une salle de classe en centre d'opération? Comment il avait orchestré 11 attaques simultanées avec la précision d'une campagne militaire? Certaines vérités étaient trop lourdes pour qu'un enfant les porte, mais parfois, lors de nuits calmes, quand Carrie dormait et que Wayne s'asseyait seul sur son balcon à regarder l'océan. Il pensait à ses 28 mains levées dans cette salle de classe, il pensait aux jointures tuméfiées de Jeremiah, aux mouvements prudents de Rogelio, à la lèvre fendue de Luc, il pensait à la ligne entre justice et vengeance, entre protection et agression, entre ce qui était juste et ce qui était légal, et chaque fois, il arrivait à la même conclusion, il le referait. Parce qu'au bout du compte, Wayne Dodson était un homme simple, avec un code simple. On ne blessait pas sa famille, on ne blessait pas son fils. Et si on le faisait, on payait à un prix mesuré non en jugement de tribunal ou règlements légaux. Mais en os cassés et vie brisée, la famille Schwartz avait appris cette leçon à la dure, et en l'apprenant, ils avaient enseigné quelque chose à Wayne aussi, que parfois la plus grande force n'était pas de suivre les règles, mais de savoir quand les briser, des années plus tard. Quand Carrie eut 18 ans et s'enrôla dans les Marines, il rentra en permission et s'assit avec son père sur ce même balcon. « Je sais ce que tu as fait » dit Carrie doucement. « Je l'ai compris il y a quelques années. Le timing, la coordination, le fait que tu n'aies jamais semblé inquiet des conséquences. Wayne ne le nia pas, et je suis reconnaissant, pas juste pour les avoir arrêtés, mais pour m'avoir montré que protéger la famille signifie faire ce qu'il faut. Pas d'hésitation, pas de demi-mesure, juste une action décisive. » Wayne regarda son fils, maintenant un homme, et ressentit un mélange compliqué de fierté et d'inquiétude. « Souviens-toi juste que ça ne marche que si tu es intelligent. Si tu laisses l'émotion driver l'opération, tu échoues, tu dois être froid. Calculateur, précis. » Carrie hocha la tête. « Comme tu l'as enseigné à ta classe, comme je l'ai enseigné à ma classe. » Ils restèrent assis en silence, regardant les vagues s'écraser sur la rive, deux guerriers liés par le sang et les secrets, et Wayne pensa à ses 28 élèves maintenant dispersés dans le monde, certains en uniforme, certains dehors, tous portant la leçon de ce week-end de novembre. Il avait enseigné à 312 élèves en 15 ans comme instructeur, mais ces 28 étaient spéciaux. Ils étaient ceux qui avaient appris la leçon la plus importante, que parfois la bonne chose et la chose légale divergent, et quand c'est le cas, vous devez choisir. Wayne avait choisi, et il leur avait enseigné à choisir aussi. Cela valait plus que n'importe quelle médaille, n'importe quelle distinction, n'importe quelle reconnaissance que l'armée pouvait donner, parce que ces 28 guerriers savaient quelque chose que la plupart des gens n'apprenaient jamais. Que la justice n'est pas toujours aveugle, elle n'est pas toujours juste, et elle n'est pas toujours délivrée par le système. Parfois, la justice arrive dans le noir avec des jointures tuméfiées et sans témoin, exécutées par des hommes qui savent de planifier une opération et couvrir leurs traces. Parfois, la justice porte un uniforme et enseigne une classe et élève un fils. Parfois, la justice est juste un père qui refuse de laisser son enfant souffrir sans conséquence. Et parfois, pensa Wayne en regardant le soleil se coucher sur le Pacifique, la justice est exactement ce qu'elle doit être. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Cela m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai